On passe à notre deuxième débat. Il est 12h09. On a une petite heure pour notre deuxième débat, évidemment très important. Et pour ce débat, j'ai le plaisir d'appeler Georges Rudas, PDG d'Amadeus France. Évidemment, nos amis restent avec nous. Vous pouvez l'applaudir. Georges Rudas. J'appelle également Pierre Descazeaux, directeur général du marché France, Air France. Va nous rejoindre autour de cette scène Stephen Weinstock, directeur général France et Benelux de Lufthansa. Ah, vous voyez, vous êtes quand même applaudis. Profitez-en. Et puis, Pascal Perry, économiste, spécialiste du transport aérien. Où est-ce qu'il est, Pascal? Il est là, Pascal. Merci, Pascal. Il te reste un fauteuil en... Eh ben oui, évidemment. Évidemment. Bon, on observe en tout cas un sens de la parité. Hein? Voilà, nous avons 8 messieurs autour de nous. Alors, je rappelle évidemment le sens de ce débat, puisque, et on va rebondir sur ce que disait Charles Petruccelli, qui disait la distribution traditionnelle est en train d'exploser, chacun veut maîtriser la distribution de ses produits, que va-t-il rester à la distribution classique? C'est tout le sens de ce débat et c'est tout le sens de l'initiative qu'a prise Lufthansa le 2 juin dernier, puisque vous avez décidé d'imposer, depuis le 1er septembre, vous avez décidé d'imposer un supplément de 16 € pour toute réservation effectuée via un GDS. Alors Stephen Weinstock, c'est évidemment vous qui allez s'exprimer en premier. Stephen, Lufthansa était la première compagnie européenne à supprimer la commission versée aux agences de voyage il y a plusieurs années. Elle est aujourd'hui encore aux avant-postes avec ce supplément de 16 €. Est-ce que dans le monde idéal, selon Lufthansa, est-ce qu'il reste une place aux agences de voyage aujourd'hui? Il y a une claire raison, il y a une claire réponse par rapport à cette question, c'est oui. Et j'aimerais également déjà répondre à la question, est-ce que la chaîne, comme elle existe aujourd'hui avec les agences de voyage, avec les GDS, est-ce qu'elle va perdurer? Définitivement oui. La décision qu'on a prise avec l'introduction de la DCC, c'est une décision, vu la situation dans laquelle on se trouve comme compagnie aérienne, qu'aujourd'hui, on n'a aucune influence par rapport à la présentation de nos produits. Mais on voit de plus en plus, et on sent la même pression sur les prix, les sociétés, la plupart des sociétés appliquent une politique de best buy, on sent la même pression sur les prix, et pour nous, il est clair, nous devons nous distinguer dans nos produits par rapport à la concurrence. Et pour pouvoir faire ça, il nous faut des outils de distribution modernisés. Et ça, c'est l'intention de Lufthansa. Ce n'était jamais l'objectif de lancer une stratégie contre les agences de voyage ou lancer une stratégie contre les GDS. On est toujours bon client des GDS et on est toujours dans le partenariat avec les agences de voyage. Oui, enfin, vous nous dites quand même, les compagnies aériennes, Lufthansa veut des outils modernes de réservation pour se différencier. C'est quand même une critique très implicite, enfin même explicite, des GDS qui, manifestement, ne remplissent pas cette fonction, selon vous. C'est un constat qu'aujourd'hui, il y a des concurrents qui se développent, qui se sont développés entièrement hors le monde GDS. C'est un constat et c'est factuel. Nous voyons également dans le futur la nécessité d'avoir des outils, les GDS dont on profite, mais notre point de vue, c'est qu'il y a quand même le client qui profite beaucoup plus d'un outil de GDS qu'une compagnie aérienne. Ça, c'est votre, allez, on va dire la raison officielle. Ça n'a rien à voir avec le coût d'un GDS? Le GDS, aujourd'hui, est-il trop cher pour Lufthansa? Il est vrai qu'aujourd'hui, une distribution par GDS est plus chère qu'une distribution en direct par rapport au client. Ça, c'est quelque chose qui est hors question. Et comme j'ai dit, les bénéfices aujourd'hui des GDS qui vont au-delà d'une réservation, qui vont dans le sens de pouvoir enregistrer les données dans le back-office, d'établir un reporting, ce sont les bénéfices qui sont nécessaires pour les clients, mais qui sont des bénéfices qui ne sont pas les bénéfices purs pour une compagnie aérienne, qui, à la fin,
paye également les GDS et qui est le premier, ou la partie la plus grande de payer les GDS. C'est combien de centaines de millions chaque année pour Lufthansa, les GDS? On ne communique pas sur les chiffres, mais c'est un montant remarquable. C'est un montant remarquable. Plusieurs centaines de millions. C'est aujourd'hui trop cher pour la valeur apportée par les GDS, en tout cas? Comme je disais, on ne met pas en question le valeur, mais on constate que les valeurs d'un GDS, les bénéfices du GDS, ils sont plutôt sur côté client final que sur côté compagnie aérienne. Et encore une fois, on ne les met pas en question, mais on constate que les dernières années, il y avait peu de développement des alternatives. Depuis qu'on faisait l'annonce le 2 juin, on constate quand même qu'il y a maintenant une technologie qui commence à bouger, avec des partenaires de technologie qui commencent à se développer. Il y a 2 semaines, on a pu annoncer déjà le premier partenaire qui se sont mis en lien direct avec nous. Et ça, c'est ce qu'on veut, que la technologie des distributions commence à se développer. Alors on va laisser répondre Georges, évidemment, je vois trépigner d'impatience, c'est normal. Stéphane, juste un dernier mot, parce que, soyons clairs, vous parlez en effet de bénéfices pour le client final, quand vous parlez des GDS, c'est-à-dire que à travers ce que vous nous dites, c'est pas normal que les GDS reversent une partie du fee que les compagnies leur versent aux agences de voyage. C'est ça que vous dites ou pas? Non, je n'ai pas dit ça. On sait que c'est le modèle économique existant. Oui. Nous, on voit de notre côté quels sont les coûts qu'on a par rapport à d'autres possibilités. Et on n'est pas des fantasmes. On ne rêve pas de couvrir la totalité de nos ventes sur des sites, sur des propres sites. On reconnaît qu'il y a une valeur ajoutée d'un GDS, mais ce n'est pas forcément nous qui bénéficient du valeur ajoutée. Georges, qu'est-ce que vous répondez à ça? Prenez un micro. Patron d'Amadeus France, il y a pas mal de critiques là, dans ce que vient de dire M. Weinstock. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, plusieurs choses. Très clairement. Hein. Bon, effectivement, la critique, elle est récente. La critique arrive depuis le 1er juin, depuis Amadeus qui a été créé il y a 27 ans, à l'initiative de Lufthansa, d'Air France et d'Iberia et des SAS. Depuis 27 ans, ça ne dérangeait personne que nous aidions les compagnies aériennes à se développer au niveau mondial. Et c'est ce que nous avons fait. Avec une technologie qui est devenue de plus en plus sophistiquée, avec des investissements considérables et qui ont permis à nos amis compagnies aériennes de pouvoir donner aux agences de voyage ici présentes une technologie la plus pertinente, la plus fiable et qui permet de se distribuer dans les meilleures conditions dans l'intérêt ce qu'on appelle le traveler, le voyageur. Et c'est vrai que mon premier commentaire, je l'ai déjà fait et je le refais, nous ne pouvons pas cautionner cette démarche dans la mesure où l'enjeu, c'est le traveler, c'est le voyageur, c'est le client. On parle du client depuis ce matin. C'est quand même l'objectif, c'est que le client puisse choisir, puisse avoir une offre complète, puisse choisir dans une transparence, puisse comparer son offre. Les compagnies aériennes sont concurrentes les unes entre elles. Toutes entre elles, elles sont toutes il y a une forte compétition dans le transport aérien. Il y a les low cost, il y a les compagnies legacy. Aujourd'hui, il est indispensable que l'offre soit objectivement la plus pertinente et la plus complète, et c'est ce que Amadeus propose depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que en faisant cette démarche, on va à l'encontre du développement dans l'intérêt du client final. Alors, Georges, il y a Stéphane qui omettait qui nous faisait partager une critique qui disait oui, mais nous, c'est vrai qu'on investit, compagnie aérienne, on investit des millions, des centaines de millions sur nos produits pour essayer d'être différents. Et lui dit aujourd'hui, les GDS ne mettent pas en valeur cette différence. Est-ce que la critique est recevable ? Nous avons, comme vous le savez, nous avons 2 métiers. Nous avons le métier de distributeur, GDS, où effectivement nous distribuons plus de 600 compagnies aériennes disponibles au travers de nos plateformes
dans le monde et qui permettent à tous les acteurs, que ce soit business, leisure, que ce soit les agences traditionnelles, les online travel agencies, d'accéder à du contenu et même maintenant même à des meta-search qu'on appelle des boîtes comme Kayak, etc., qui accèdent à ce contenu global, disponible en temps réel, avec un accès à des stocks et à une disponibilité la plus pertinente. Donc ça, c'est le premier métier. Et puis le deuxième métier d'Amadeus aujourd'hui, c'est l'IT. Effectivement, nous sommes l'IT provider de nombreuses compagnies aériennes, dont Lufthansa d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous équipons technologiquement plus de 140 compagnies dans le monde qui font appel à nous, la plus récente étant une grande compagnie low cost, la plus grande compagnie mondiale qui s'appelle Southwest, et qui a confié à Amadeus sa technologie. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, nous avons une technologie moderne, de pointe, qui est très innovante et qui permet de développer des solutions pour que les compagnies se différencient. On a lancé récemment, d'ailleurs avec le groupe Lufthansa, avec Hop, avec Etihad, avec beaucoup de compagnies, ce qu'on appelle les Fair Families, qui permet d'afficher la différenciation sur les différentes catégories tarifaires. Nous avons développé plus de 90 compagnies au niveau des ancillary services. Mais c'est vrai que les compagnies aériennes souhaitent se différencier et souhaitent pouvoir acquérir le client. Et clairement, nous sommes, nous, aujourd'hui, plus du côté de la distribution, dans notre métier de GDS, où nous travaillons de façon à ce que les agences de voyage, au sens large du terme, TMC, online, etc., puissent accéder à ce contenu de façon neutre, réglementée, parce que vous savez qu'il y a un code de conduite qui régit les GDS et qui nous impose d'afficher de façon très neutre l'offre, sans favoriser les uns par rapport aux autres. Nous ne sommes pas un écran publicitaire, nous ne sommes pas Google, où nous affichons en premier celui qui paye plus. Nous avons un code de conduite que nous respectons et qui, aujourd'hui, depuis de nombreuses années, a permis à des grandes compagnies aériennes de se développer de façon très importante. Pierre Descazeaux, prenez un micro. Pierre, la décision de Lufthansa date du 2 juin. Le 9 juin, Alexandre de Juniac disait « Regardez avec beaucoup d'attention l'initiative prise par Lufthansa. » Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous savez quand vous allez imiter Lufthansa ? Alors, le 9 juin, le président de Juniac s'exprimait, et le 10 juin, je me suis exprimé aussi, en son nom aussi, oui, pour dire que nous n'allons pas appliquer de surcharge dans les GDS. Donc vous avez recadré M. de Juniac ? Non, M. Juniac s'est exprimé de manière tout à fait pertinente, et dans la foulée de ce qu'il a dit, je me suis aussi exprimé en son nom, comme en celui du président Gagé, et j'ai dit ce que j'ai dit, que j'ai répété d'ailleurs la semaine dernière au Congrès Manor, et que je répète ici devant tout le monde. Mais quand même... ça veut dire qu'il n'est pas question, il n'est vraiment pas question au jour d'aujourd'hui, vous le dites devant la salle, qu'Air France, KLM fassent la même chose que Lufthansa. Oui, il n'est pas question. Pour 3 raisons. Enfin, au moins 3 raisons. Une première, je voudrais revenir sur ce qui a été dit avant. L'initiative de Lufthansa, elle appelle quand même au moins 3 questions. La première qui a été évoquée juste dans la table ronde avant, qui est la désintermédiation, même si ce n'est pas le propos, comme l'a dit M. Van Stock. Je ne vois pas comment Air France ou une compagnie aérienne pourrait aller vers la désintermédiation. On ne fait pas le même métier, ça a été très clairement dit avant. Faire ce métier de la distribution, en tout cas pour la partie affaires, ça serait d'énormes investissements, soit en technologie, comme ça a été dit, soit en compétences, que nous n'avons pas, soit en énergie, et je suis sûr que tout ça se ferait au détriment de notre cœur de métier. Donc il n'est pas question de remplacer le métier. On fait un métier complémentaire, mais on ne fait pas le même métier. Et sur le loisir, on n'a pas le temps, mais c'est la même chose. Bien sûr, on développe, comme tout le monde, nos sites Internet, et il faut le faire. Mais j'ai toujours pensé, pour avoir connu un peu comme Charles le début, que la réponse à la technologie, ce n'est pas que la technologie, c'est la technologie plus l'humain, et ça a été dit et redit, et je pense que c'est profondément vrai, ou alors, sinon on n'a plus qu'à aller tous se rhabiller, compagnie aérienne comme distributeur. Donc ça, c'est la première question que ça pose, la désintermédiation. La deuxième, quand même, c'est comment est-ce qu'on organise correctement une approche de distribution multicanale. On a tous une approche multicanale, comment faire en sorte qu'elle fonctionne pour le client et pour les partenaires que sont les fournisseurs et les distributeurs. Ça, c'est une question. Donc là, vous êtes en train de nous dire que l'approche de Lufthansa avec une approche donc multicanale différenciée, avec des tarifs différenciés, vous êtes en train de nous dire que ça vous pose question, ça vous interroge. Et non seulement vous dites ça, mais vous dites ça, a priori, ça ne paraît pas possible, ça. Si moi, de ce que je connais de ce métier, que je connais depuis bien moins longtemps que Charles, que depuis 20 ans,
mais c'est quand même pas mal. Je ne vois pas comment on peut gérer une approche de distribution multicanal avec des prix différents. J'ai connu avant, sur le marché français, jusqu'en 94-95, il y avait une approche différenciée, consolidateur, grille distribution, je ne sais pas si certains s'en souviennent. C'était un très gros bazar. Et depuis 94-95, on est passé à une politique qu'on a toujours respectée depuis, parce que je pense que c'est la bonne, et je ne sais pas comment on pourrait faire autrement, qui est, quel que soit le canal, le même prix, les mêmes conditions à un instant T, etc., etc. On a toujours respecté ça, et il me semble qu'on a fait des progrès. Les derniers progrès me semblent être avec les online travel agencies, où il y avait pas mal de déviations, où petit à petit, avec tout à fait d'ailleurs un accord avec le staff, on réussit à mettre un peu de transparence de façon à ce que le prix soit le même partout. Et pourquoi il faut que le prix soit le même partout? D'abord, pour le client, mais aussi pour nous, parce qu'on ne peut pas être dans un système où nous ne maîtrisons pas le prix. On doit maîtriser le prix qu'on fait au client. Bon, je pourrais élaborer, mais je n'ai pas tout le temps. La troisième question que ça pose, effectivement, qui est une bonne question aussi, c'est tout ce qui est outils, tout ce qui est technologie. Aujourd'hui, et depuis 27 ans, comme a dit Georges, l'outil unique, quasiment, entre nous, la distribution des clients, c'est le GDS. Et il faut quand même constater le positif du GDS. Avant, c'était, je ne sais pas combien il y a de compagnies aériennes, un lien avec chacune. Et il y a donc une vraie valeur ajoutée du GDS. Aujourd'hui, comme l'a dit M. Van Storck, il peut y avoir d'autres solutions. Donc il y a quand même une question à se poser, c'est une bonne question, de est-ce qu'il y a des nouveaux entrants? Qu'est-ce que ça change, les nouveaux entrants? Mais le pire, ça serait quand même de retourner à une situation d'attenton où on crée 250 liens directs entre un prestataire. Ça serait déproductif. Mais n'empêche que cette question de la valeur ajoutée et de l'efficacité des outils ou des intermédiaires, elle est posée et il faut la résoudre. Ça veut dire que pour Air France, pour Pierre Descazaux, un GDS aujourd'hui coûte trop cher par rapport à la valeur qu'il apporte? C'est toujours trop cher. La question, c'est il y a une valeur qui est apportée, il y a très peu d'acteurs, comme l'a dit d'ailleurs Frédéric Gagé hier. Donc s'il y a des nouveaux entrants, il faut qu'on regarde comment ça évolue. On n'est pas personne ne peut rester dans une situation figée. Bon, après, il y a la façon. Je pense qu'on connaît bien les GDS. On les a fondés d'une certaine façon. On a toujours eu des relations transparentes. On n'a pas toujours été d'accord. Mais je pense qu'il y a une manière de préparer l'avenir quand même qui peut être constructive. On peut se poser cette question des différents acteurs, essayer de la résoudre. Alors, on va poser la question à nos amis distributeurs, Jean-Pierre et Bertrand. Bertrand, prenez le micro. Bertrand, on ne vous a pas beaucoup entendu sur ce sujet de la surcharge instituée par Lufthansa. Est-ce que ça veut dire que Carlson Wagonlit, évidemment en faisant de gros volumes, a choisi un peu d'entériner la chose et plutôt de négocier en direct avec Lufthansa pour faire baisser le montant de cette surcharge? Non. Vous savez, moi je suis un garçon discret, donc je parle quand j'ai des trucs à dire. Et donc on a parlé en Allemagne, et donc c'est plutôt mes collègues en Allemagne qui se sont très fortement exprimés, et parce qu'en France le sujet est négligeable. Lufthansa est principalement utilisé chez nos clients pour du long courrier, et 16 € sur un long courrier, c'est absorbé, donc c'est totalement négligeable. On a pu voir une petite infléchissement de Lufthansa, mais c'est totalement négligeable. Donc la question que ça pose, au fond, cette affaire, c'est ce que les économistes appellent en fait une stratégie du passager clandestin. C'est-à-dire que tant qu'il n'y en a qu'un, c'est casse-pied, mais ça peut tenir. Je vais prendre la parabole d'un syndic de copropriété qui décide un jour de mutualiser le ménage, parce que c'est casse-pied que chacun doive... Donc on recrute une concierge. Et donc le ménage est fait, on a mutualisé ça coûte finalement moins cher à tout le monde. Et puis il y a un petit malin au 3e étage qui arrive et qui dit finalement non, moi la concierge j'en veux pas, je trouve que c'est un peu cher sur mes charges, etc. Donc je ne paye plus et je vais passer un petit coup d'aspirateur sur mon palier. Très bien, tant qu'il n'y a que ça va, tout le monde râle un peu parce que ça coûte marginalement plus cher, mais ça va. Le jour où tout le monde fait ça, on est obligé de virer la concierge, on est obligé du coup de revenir au modèle d'avant, et là ça se met à coûter beaucoup plus cher pour tout le monde, et donc on revient à la case départ. Ce que je veux dire, c'est que le jour où tout le monde aura fait ça, si un jour ça advient, il faudra bien construire un système pour s'interconnecter à tous les bazars. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'on aura construit? On aura construit un GDS. Et donc, qu'est-ce qui nous fait penser que ce nouveau GDS de demain, il sera mieux que celui d'après? Ça veut dire qu'ils ont été très mauvais, donc à eux d'être très bons, et on leur fait confiance pour être très bons. Mais ce que je veux dire, c'est que
je comprends la tactique de négociation et tout ça, mais c'est pas, faut pas croire qu'on est en train d'inventer tout un nouveau modèle miraculeux qui va faire que il y a les nouvelles technologies qui vont tomber de la Lune ou je ne sais où. On est dans une tactique du passager clandestin qui ne paye pas son billet et qui bénéficie du bateau. Chez Carlson Wagon France, vous n'avez donné aucune instruction pour trouver des alternatives à Lufthansa quand elles existent ? Ça peut arriver. Ça peut arriver ? On a bien compris. Jean-Pierre, vous en êtes où, vous, de cette affaire Lufthansa ? Alors, ça vous impacte, évidemment, vous beaucoup, Jean-Pierre, puisque vous êtes présent sur la région Rhône-Alpes. Lufthansa est assez présent sur l'aéroport de Lyon. Comment vous avez pris le problème, vous, aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des instructions pour trouver des alternatives à Lufthansa ? Comment vous faites concrètement au quotidien ? Alors, très concrètement, je voudrais remercier le représentant de Lufthansa de participer à cette réunion, parce que c'est courageux de sa part. C'est évidemment pas une bonne nouvelle pour nous, agents de voyage, et je le développerai après. En ce qui concerne Bleu Voyage et son implantation historique à Lyon, avec notre navire amiral qui compte une centaine de positions à Lyon, le groupe Lufthansa et toutes ses compagnies associées représentent 7 à 8% du trafic. Donc c'est pas négligeable. Donc évidemment, on s'en préoccupe. Pour ma part, comme j'ai une liberté de parole, puisque je suis mon propre actionnaire, j'ai pris la décision non seulement de boycotter, mais d'arrêter toutes les actions de communication avec Lufthansa. Ça a commencé par les bannières commerciales qui sont sur notre site internet en faveur des clients. Ça a été ensuite de suspendre l'ensemble des éductours, voyages d'études qui étaient proposés par le groupe, puisque nous avions jusqu'alors de très très bonnes relations. Je tiens à le préciser, ça s'est dégradé il y a quelques mois seulement. Et nous avons pris le soin aussi de ne plus participer à aucun workshop qui était présenté par Lufthansa. Ça, je peux le faire parce que évidemment, personne ne pourra me le reprocher, si ce n'est une erreur stratégique que j'aurais fait à un moment donné, mais ça, l'avenir nous le dira. Ce que j'invite, c'est mes confrères agents de voyage. Je parle en mon nom aujourd'hui, je suis mandaté par personne, je ne représente pas non plus toutes les TMC, je représente une TMC indépendante parmi tant d'autres. Et ce que je voudrais dire, c'est que je suis peut-être un des seuls à avoir caractérisé cette initiative. Si nous sommes plus nombreux, ce sera d'autant plus efficace. À ce jour, je n'ai aucun chiffre à communiquer, c'est encore un petit peu tôt, sur l'impact des décisions qui ont été prises. Ce que je peux vous dire, c'est que vraisemblablement, comme j'ai un certain poids et que mon discours auprès de mes collaborateurs passe, j'ose imaginer qu'il y aura moins de ventes Lufthansa. Donc évidemment, dans la mesure du possible, quand on peut faire travailler la compagnie nationale ou d'autres compagnies à la place de Lufthansa, c'est avec plaisir. Ce que je voudrais rajouter, concernant la TMC, là on a parlé évidemment de l'enjeu du GDS, on a évidemment des enjeux communs. D'un point de vue stratégique, j'ai pris quelques notes, vous m'en voudrez pas parce que c'est assez complexe et je voudrais pas m'en mêler les pinceaux. Et je prends mes lunettes en même temps, même si je suis jeune, mais voilà. Alors d'un point de vue stratégique, la démarche de Lufthansa est une démarche unilatérale et à rebours de ce que l'industrie requiert. Ce que propose la TMC, c'est une démarche collaborative pour une gestion du passager, de bout en bout de la chaîne de valeur du voyage, qui est centrée sur les besoins du client pour dégager de la valeur et créer une meilleure expérience de consommation du voyage pour les entreprises et les consommateurs. Ensuite, la démarche de Lufthansa me semble très à rebours de tendances très fortes, à l'heure où les produits des compagnies aériennes se complexifient. On parle des ancillary services qui sont de plus en plus acceptés. Et pour nous, d'ailleurs, agence de voyage, c'est une vraie valeur ajoutée. Ça continue et ça constitue effectivement du revenu supplémentaire, demande un effort de vente supplémentaire pour l'agence de voyage. Alors où les clients demandent une expérience de plus en plus fluide et intégrée, le B2C de Lufthansa crée une rupture flagrante. Ensuite, le design et le manque de fonctionnalité pour les agences de voyage réduit la qualité de service que peut fournir un agent de voyage. L'agence de voyage n'est pas notifiée des changements à un dossier avant le client et ne peut l'accompagner proactivement. Donc c'est un peu technique, mais c'est important que vous ayez quand même toutes ces données pour comprendre qu'au-delà du prix
des 16 € qui est facturé, il y a quand même tout un cheminement qui est très très particulier et qui va à l'encontre de tout ce que l'on vient de dire et de tout ce qu'a fait les GDS. La démarche de Lufthansa représente la désintégration de la chaîne de distribution qui est le fruit de plus de 20 ans d'intégration des GDS et de rationalisation et d'automatisation de process. On a besoin d'adapter process et outils. Qui payera les coûts induits de ces changements ? On a une perte de productivité des agences de voyage à toutes les étapes, une perte de qualité des services des agences, puisqu'on va dépendre des horaires, des SBT de Lufthansa. Une dégradation du contrôle de la relation client. Ça a été dit plusieurs fois. Oui, on a besoin de maîtriser la relation client, de maîtriser nos profils. Or, avec ce nouveau système, on n'aura plus la maîtrise de nos profils, puisque c'est Lufthansa qui aura le profil. Le PNR appartient donc à Lufthansa, puisque l'émission sera faite aussi par Lufthansa. La démarche de Lufthansa remet en question le modèle économique, et vous venez d'en parler, de la chaîne de distribution, sans proposer d'alternative, puisque, comme vous le savez, l'évolution du modèle actuel est basée sur l'incentive payé par les GDS aux agences, et nombre de GDS ont créé ce modèle pour substituer un nouveau revenu à l'élimination des commissions payées par les compagnies aériennes. Il n'y a pas 20 pages, Jean-Pierre. Non, ça y est. J'en ai presque 5 ou 6, mais voilà. Ah, mais je ne vais pas tout lire. C'est une table ronde, mais c'est pour bien comprendre que les 16 €, c'est finalement qu'une partie visible de l'iceberg. Il y a tout le reste, le back-office, les remontées, la facturation, etc., etc. On comprend, Jean-Pierre, que ce n'est pas le montant qui vous choque, mais c'est le principe. C'est le principe. C'est le principe. Moi, j'ai envie quand même de vous jeter un peu la pierre. C'est-à-dire que si le principe vous choque, pourquoi vous l'acceptez de la part d'EasyJet, puisque EasyJet, pour toute réservation effectuée via un GDS, prend 4 €. Alors certes, ce n'est pas les 16 € de Lufthansa, mais c'est 4 € quand même, et vous l'acceptez très bien. Vous le faites. Vous n'avez, vous, la distribution, jamais protesté contre cette initiative d'EasyJet. Parce que pour l'instant, le montant des transactions avec EasyJet n'est pas le même qu'avec Lufthansa. Et le montant des 4 € n'est pas 16 € non plus. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Est-ce que c'est le montant ou le principe ? Vous voyez, c'est la difficulté. Il y a les deux. Bon, les deux, mon général. Les deux, mon général. Michel, tiens, on va prendre l'avis des clients. Aujourd'hui, les clients, les entreprises réagissent comment face à cette initiative Lufthansa ? Est-ce que vous êtes plutôt du côté de vos fournisseurs TMC? Comment vous réagissez? La première réaction, nous l'avons exprimée par 2 communiqués. En gros, on n'était pas d'accord. La façon dont ça s'est passé, c'était plutôt à la hussarde, et j'avais pu échanger avec Stéphane à ce sujet. Les entreprises, je l'ai souligné tout à l'heure, veulent maîtriser leur activité. Et il y en a une qu'on arrive à mieux maîtriser, c'est le transport aérien notamment, plus que l'hôtellerie, on en a parlé tout à l'heure. Et au moment où les choses sont maîtrisables, vous nous mettez un deuxième canal de distribution, un autre canal de distribution, un peu à la Airbnb. Bon, je suis un peu dans la provocation en disant cela, mais d'un seul coup, on ne peut plus, on va moins maîtriser. Alors, on a essayé aussi de tâter le terrain et de savoir ce qui se passe. Et j'ai un sondage qui date d'avant-hier soir, que nous avons fait sur nos adhérents de la FTM, et nous avons eu 182 réponses, ce qui montre quand même que ça suscite beaucoup d'intérêt. Je vous le dis en 4 points principaux, parce qu'on avait posé un peu plus de questions. Bon, sur la surcharge en général, ça n'a rien changé pour l'instant à 55%. On réfléchit à prendre des mesures 25%, et des sanctions ont déjà été prises 18%, blacklistées 2%. Avez-vous négocié des compensations? Non pour l'instant. Tenté une négo, 24%, et tenté obtenu, 6%. La perception de cette nouvelle approche commerciale, est-ce qu'elle préfigure un modèle du futur? On a 12% des réponses qui disent oui. On est neutre pour le voyage d'affaires, 13%, et pénalisante, 75%. 75%. 75%. La dernière,
Allez, très vite, la dernière. La spécificité du voyage d'affaires, les spécificités du voyage d'affaires ont-elles été prises en compte totalement en 2%, un peu 13%, pas du tout, on revient aux 75%. Ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'on n'a pas encore assez de recul. C'est-à-dire que les collaborateurs qui passent par les outils notes de frais, ces outils notes de frais, ou ne savent pas encore parler, ou ne peuvent pas parler parce qu'ils ne sont pas suffisamment pointus. Et donc, l'analyse, elle n'est pas complète. Ce qui est sûr, en gros, on n'est pas content à 75%, et un peu de concertation nous aurait bien plu. Alors, il faut que tout le monde s'exprime. Vous êtes très nombreux, évidemment, sur cette table ronde, mais avant de laisser la parole à Charles et à Pascal, j'aimerais que Stéphane réagisse à ça. Vous voyez que vos clients, entreprises, sont extrêmement virulents sur votre initiative. Que leur répondez-vous aujourd'hui ? Bon, c'est vrai que parmi les sociétés, c'est la clientèle cible qui dépend le plus des GDS et les avantages qui sont proposés par le GDS, le reporting, la prise en charge de données dans le back-office. Et je suis d'accord que passer d'un moment à l'autre sur un site Internet, c'est pas possible. Pour la majorité, c'est aucune possibilité. Je ne peux pas vous annoncer aujourd'hui des technologies alternatives. On sait qu'il y a même les GDS qui travaillent sur des solutions. Et ce que je viens de dire au début, on constate que maintenant, tout le développement derrière commence à bouger. Et j'ai de toute façon l'espoir que surtout pour le business travel, ce seront les GDS qui vont trouver des alternatives dans les semaines et dans les mois à venir. Oui, mais ce qui est dingue, c'est d'avoir pris cette initiative sans offrir d'alternative à vos clients. Ça sent la précipitation, ça. C'est vrai, parce qu'on a observé depuis des années ce qui se passe dans l'industrie et on a constaté qu'il y avait peu d'initiatives déjà pour pousser ce développement des technologies. Je suis d'accord, c'était une décision qui était prise sans consultation en amont, parce que c'était également... Comme vous aviez fait pour la commission d'ailleurs, hein, c'était sans consultation également, je crois. Hein. Donc, c'est une habitude. Et pour ça, je comprends la réaction également des clients, mais comme je disais au début, on a comme objectif pas de se mettre en guerre avec la clientèle. On veut que le développement de la technologie avance et qu'il y a des alternatives peuvent arriver assez vite maintenant. Donc c'est une façon de mettre la pression. Charles, vous êtes un observateur de ce métier. Quel regard portez-vous sur cette initiative de Lufthansa ? En fait, je ne vais pas parler précisément ou spécifiquement de l'initiative Lufthansa, bien que si j'étais encore dans ma position, j'aurais eu la même réaction que mes deux collègues de la distribution, une réaction extrêmement vive à l'encontre de cette initiative. Par contre, je fais un retour sur le passé. Moi, je pense que, ça c'est vraiment une opinion personnelle, je pense que le problème il est purement économique. Et rien d'autre. Ce n'est pas une question de nouvelles technologies, quoi que ça, il est purement économique. Si je me souviens bien, dans les années 95, Northwest avait essayé la même chose aux États-Unis. C'était, je crois, $7. Si ça passait via l'agence, c'était sans les $7, c'est en direct. Si je me souviens bien, il y a 3-4 ans, je dois sûrement l'oublier entre-temps, ça a duré 2 semaines, 3 semaines, et après ça s'est arrêté. Si je me souviens bien, il y a 3-4 ans, non, qu'est-ce que j'ai, il y a plus que ça, parce que je suis parti il y a 4 ans, c'était il y a 6 ans, ça s'est fait passer avec American Airlines, qui avait tenté le Direct Connect, et qui avait demandé à toutes les agences de faire du Direct Connect, etc. Et bon, c'est pareil, c'est tombé à l'eau. J'ai même entendu une autre compagnie aérienne qui disait, j'ai entendu plusieurs choses de différentes compagnies aériennes. J'en ai une qui disait, nous on ne va rien faire parce que de toute façon on est gagnant sur les deux tableaux. Si ça arrive, le modèle nous conviendra bien. Si ça n'arrive pas, c'est nous qui récupérons le business qui est en train d'être switché de cette compagnie-là qui tente cette alternative et qui vient chez nous. Donc je dirais pas que c'est la position d'attente qu'a Air France en ce moment, parce que je suis trop ami avec Pierre. Bien sûr. Mais l'idée m'a effleuré. On m'a dit qu'il fallait que je dise tout ce que je pense. Donc, exactement. Donc je le dis. Voilà. J'ai même entendu aussi un président d'une grande compagnie américaine qui disait « Je rêve d'un jour
où la distribution me payera pour avoir accès à mes billets. Moi, je dis... Qu'est-ce qu'il avait pris ce jour-là ? Je ne sais pas s'il rêve, mais en tout cas, il fume. En tout cas, c'est certain. On est d'accord. Ouais. C'est certain. Et pas que de la moquette. Hein, parce que nous ne sommes pas dans une économie de pénurie. Ouais. On est dans une économie où on peut chercher le produit que l'on veut. Et il y a des solutions qui permettent de trouver, de comparer et de choisir, et qui sont les GDS, qui sont des solutions qui existent depuis des années. Et c'est vrai que le modèle économique à l'heure actuelle est un modèle économique entre les agences et le GDS qui ne regarde que les agences et le GDS, finalement. C'est un problème entre les agences et le GDS. Le problème est le coût pour la compagnie aérienne, et c'est à la compagnie aérienne de dire, est-ce que ce coût avec le GDS est un coût acceptable pour moi, un coût de distribution acceptable pour moi ou pas ? S'il ne l'est pas, qu'il trouve une autre solution, qu'il soit acceptable pour lui, mais qu'il ne soit pas pénalisant. Or, à l'heure actuelle, il n'y a pas de solution alternative au GDS. Et la solution alternative coûterait des millions à celui qui veut la développer. Certainement pas les agences de voyage qui n'ont pas les marges pour faire ça. Certainement pas les GDS, à mon avis, parce que pourquoi est-ce qu'ils vont investir sur quelque chose qui, finalement, ne va pas leur apporter grand-chose ? J'en sais rien, peut-être que vous êtes philanthrope, mais je ne vous vois pas venir, quoi. Et je ne pense pas que les compagnies aériennes soient prêtes à investir ce coût de distribution alternative qui donnera accès à 400 ou 600 compagnies aériennes de manière neutre, etc. Donc je vois que c'est purement un problème économique. Est-ce que c'est un problème économique pour une renégociation avec les GDS ? Est-ce que c'est un problème économique pour une augmentation du prix du billet sur certaines transactions et de voir si ça passe ? Je ne sais pas vers quoi ça va aboutir, mais je pense que ça va aboutir comme d'habitude à une concertation et un accord entre des gens de bonne volonté qui vont finalement s'entendre. C'est un problème économique, Charles, mais en même temps, peut-on leur faire le reproche ? On est à l'ère numérique, on est à l'ère de l'économie numérique où détenir la data des clients, ça va devenir le nerf de la guerre. Est-ce qu'on peut leur reprocher de vouloir créer davantage d'intimité avec le client pour essayer d'être pleinement dans cette économie numérique ? Peut-on leur reprocher ça ? Absolument pas. D'ailleurs, avec MIDT, ils ont déjà approché ce genre de choses. Ils n'ont pas la data client, mais ils ont la data trafic, quand même très intéressante, qu'ils achètent d'ailleurs au GDS. Et ça existe depuis des années. Il se trouve que le MIDT, les agences pourraient très bien dire, mais c'est notre information, ça a été booké via nous. Pourquoi est-ce que c'est vendu par le GDS ? On ne s'est jamais posé le problème, on n'a jamais soulevé la question. Donc non, je comprends tout à fait les compagnies aériennes et Lufthansa qu'il doit y avoir accès à l'information client. Tout le monde veut avoir accès à l'information client. Et il y a des technologies qui vont permettre d'avoir cet accès à l'information client. Mais je pense que là, ce n'est pas l'information client qui est le nœud du problème. Je pense que le nœud du problème, c'est un problème économique. Je crois. Pascal Perry, je disais, vous êtes un des grands spécialistes du transport aérien. Aujourd'hui en France, cette histoire-là de Lufthansa, qu'est-ce que ça dit de l'évolution du transport aérien aujourd'hui ? La famille du transport aérien répond à une situation un peu paradoxale. La filière est assez remarquable d'un point de vue économique. Le principal acteur, qui est la compagnie aérienne, celui qui transporte, est le moins profitable de la filière. On voit que ceux qui construisent des avions sont en général riches et profitables, ceux qui les équipent aussi, ceux qui les distribuent dans une moindre mesure. Ceux qui courent après les centimes, ce sont les transporteurs eux-mêmes. Et on voit que chaque année, l'équilibre d'exploitation est complexe. Quand on ajoute, on a beaucoup évoqué cette année le feuilleton Air France, quand on ajoute bout à bout les coûts de distribution, le monopole d'Aéroports de Paris, la taxe Chirac qui est, je crois, abondée par Air France à hauteur de 94%, on s'aperçoit que finalement, tous ces éléments, dans une activité à fort volume et à faible marge, créent des conditions d'exploitation difficiles. Donc je comprends la recherche de productivité partout où elle est possible pour les compagnies aériennes. En revanche, sur ce point précis, je vous ai entendu les uns et les autres avec beaucoup d'intérêt. Pour moi, la principale récompense client, c'est la concurrence. Et le système de verticalisation d'accès au marché est un système profondément anti-concurrentiel. Ce qui est important, au fond, pour les concurrents, et ça a été de haute lutte. D'abord, sur le territoire du droit. On a beaucoup lutté aux États-Unis pour faire voter la loi de déréglementation du transport aérien, pour faire adopter en Europe l'arrêt Nouvelles Frontières. La liberté appliquée au transport aérien.
Donc, vous voyez, dans un secteur où c'est compliqué, où la concurrence n'a pas toujours été de soi, il est important qu'elle soit préservée aujourd'hui. Or, rien d'autre que les GDS ne garantissent aujourd'hui la liberté d'accès aux produits pour les consommateurs. Il y a probablement des efforts marketing à faire, cher monsieur, pour mieux présenter l'innovation que vous portez au marché. Je comprends aussi la logique d'accès à la data, au consommateur final. Vous savez, c'est une vieille logique de pouvoir de marché. Elle existe partout, dans tous les secteurs actuellement. Regardez le secteur de l'assurance, l'expertise comptable. Dans tous les grands secteurs du service, il y a une vraie volonté des acteurs intermédiaires de se rapprocher, surtout quand c'est eux qui produisent la vraie valeur ajoutée, de se rapprocher du consommateur final. Parce que c'est la base du commerce, la connaissance client, le customer insights, l'accès au consommateur final, c'est absolument stratégique aujourd'hui sur les marchés. Donc, moi, je vous entends, c'est une espèce de querelle de famille. J'entends bien que vous avez pris une initiative que je considère, moi, comme anticoncurrentielle. Je crois qu'elle est mauvaise pour le consommateur final parce qu'elle produit de la contrainte, elle produit des frictions d'accès aux autres produits du marché. Je pense que la bonne solution, c'est la coproduction. Si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont vos produits sont affichés dans les GDS, si vous avez le sentiment que l'innovation en matière de marketing, de confort, c'est un marché qui notamment est orienté par le confort, ne sont pas suffisamment perceptibles, entrez avec les GDS dans une logique de coproduction, mais pas dans une logique d'affrontement, en tout cas au nom du consommateur. Stéphane ? J'aimerais juste répondre par rapport à un point. Vous avez dit qu'aujourd'hui, la seule source de transparence pour les clients, c'est les GDS. C'était vrai dans les années 90. C'était peut-être encore vrai au début de l'année 2000, mais aujourd'hui, depuis des années, la vraie transparence, vous l'avez dans l'Internet. Parce qu'on a des concurrents aujourd'hui qui ne passent plus par les GDS. Et notre objectif, c'est quand même, on doit être là où sont nos clients. Et là, pour être présent là, on n'a pas forcément aujourd'hui besoin d'un GDS. Ça, c'est également une réalité. Et la guerre de prix, aujourd'hui, elle se joue surtout dans l'Internet. C'est pour ça que vous avez signé avec Google, il y a quelques jours, puisque... Mais quel est le projet de Google ? Oui. Créer un GDS. Allons-y. Donc, il y aura toujours un GDS derrière. En réalité, je crois que c'est un débat pavé de mauvaises intentions. Je crois par ailleurs que vous n'avez aucun intérêt à vous inscrire les uns et les autres dans une course de destruction à la valeur. La dérive tarifaire, elle va conduire, on le sait, c'est un phénomène économique classique, à la constitution de situations de monopole. Ce sera mauvais pour le consommateur. Laissez les intermédiaires faire leur boulot. Je crois qu'ils le font plutôt bien et entrer, à mon sens, dans une logique de coproduction avec eux. Oui, je rappelle donc que vous avez signé avec Google Flight, et à partir de Google Flight, on peut accéder donc au site direct de Lufthansa. Georges, vous voulez intervenir ? Oui, moi j'aimerais rebondir sur ce que disait Stéphane au début. Il parlait de distribution directe. Il parlait des coûts indirects. Bon, on parle des 16 €, mais 16 €, finalement, c'est vrai que ça ne veut rien dire, parce que 16 € sur un court courrier bas tarif par rapport à 16 € sur un long courrier business, et bon, ça n'a rien à voir. Ce qui est étonnant, c'est le calcul, Georges. Le calcul, on rappelle le calcul. Oui. Le calcul, il n'est pas de moi. Oui. Voilà. Non, mais leur calcul, c'est de dire 18 €, c'est le coût de la distribution indirecte, 2 € le coût de la distribution directe, 18 moins 2, 16, et allez hop, on y va. Oui, mais je reviens sur le coût de la distribution directe. Quand on parle de direct, direct, finalement, ça ne veut rien dire, direct. Parce que direct, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours un intermédiaire. On dit direct. Quand on parle de web, d'Internet, on parle d'Internet. Là, vous pouvez demander aux experts dans la salle qui sont des acteurs online. Le coût de présence sur le web est très élevé. On sait que d'être présent sur Internet, donc sur le web, via Google, qui a une position très forte, qui est incontournable, c'est entre 15 et 20 € par billet d'avion. Le coût entre l'investissement nécessaire, l'achat de mots-clés, l'investissement pour remonter en taux de conversion, c'est entre 15 et 20 €. Donc, est-ce qu'on appelle ça du coût de la vente directe ? Mais ça coûte quand même de l'argent.
Donc c'est peut-être pas le GDS, mais c'est peut-être Google. Quand on parle de notre ami de Lufthansa parle de technologies nouvelles ou de technologies, de nouvelles technologies de sociétés informatiques, mais il y en a déjà qui existent depuis longtemps et qui distribuent Lufthansa depuis longtemps. Et surtout, qui va payer quoi? Parce que ces nouveaux intermédiaires qui veulent se substituer peut-être à notre activité, qui va payer quoi? Est-ce que la compagnie va investir pour que ces sociétés développent des solutions pertinentes pour les distributeurs? Je ne pense pas, puisque la compagnie aérienne, et l'exemple de Charles est très intéressant, parce que certaines compagnies aériennes aimeraient pouvoir facturer leur contenu. C'est un peu ce qui se passe. La deuxième chose, c'est est-ce que la société informatique X ou Y, la SS2I, on parle de Concur, on parle de plein d'entreprises qui veulent se connecter en direct, qui va payer quoi? Ce ne sont pas non plus des entreprises philanthropes. Elles vont donc refacturer ce coût d'intégration qui sont très élevés. Et qui va le payer? Au final, c'est le traveler, c'est le voyageur, c'est l'agence, c'est les intermédiaires qui doivent le facturer, avec une dégradation de qualité de service énorme. Parce que c'est vrai que je vous rappelle qu'aujourd'hui, on permet de faire de l'interlining, on permet de faire, sur un même dossier de réservation, mixer des compagnies aériennes, ce qui n'est pas le cas sur un site internet d'une compagnie. On peut faire du préacheminement, on peut faire des pro-rates, on peut faire du code-share, on peut faire de façon illimitée un développement qui est aujourd'hui très très efficace. Et c'est vrai que toutes ces nouvelles tendances vont coûter cher, ne sont pas mutualisées et ne vont pas dans la transparence du voyageur. Et c'est pas parce que c'est direct qu'il n'y a personne en intermédiaire. Il y a toujours des intermédiaires. Alors on va laisser la parole à la salle. Préparez vos questions. Moi j'ai deux dernières questions pour Stéphane d'ailleurs. Stéphane, il n'est pas question au jour d'aujourd'hui de revenir en arrière. La décision est prise. Vous ne reviendrez pas en arrière? Non, on ne va pas revenir en arrière. Du tout. On m'a dit par ailleurs que vous alliez voir les clients en direct, des TMC, des agences. Vous alliez les voir en direct, ces entreprises, pour négocier des surcharges à la baisse qui ne sont pas de 16 € en disant, si vous êtes avec nous en direct, on ne vous fera pas à 16, mais on vous fera à 10 ou 8, je dis n'importe quoi. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? On est en contact avec les prestataires de technologie. On est bien sûr en contact avec nos sociétés pour négocier les contrats, mais on cherche aujourd'hui avec des technology providers des solutions qui pourraient servir après comme alternative. Ça, c'est le point où on est aujourd'hui. Mais vous allez voir en direct, encore une fois, les entreprises pour négocier cette surcharge? Oui ou non? Non. Non? Vous dites non? Le sondage disait autre chose. Oui, c'est exactement ce qui était dit. Et puis je vois Bertrand qui lève la main. Non, pas du tout. Bertrand il est discret. Bertrand discret. Alors, question dans la salle. Là-bas. Allez, Patrick. Parce que là, j'imagine qu'il y en a évidemment plein. Patrick. Je suis à la fois effaré et pas surpris. Ah, ça commence bien. On a un discours ici qui n'est pas du tout en adéquation avec les actes commis par la compagnie en question, ce que je trouve assez détestable. Non, monsieur, ce que vous faites ne prouve pas ce que vous dites. Vous nous dites que vous voulez continuer avec les agences de voyage, ne pas aller à la rupture, etc. Vos actes prouvent le contraire. À la suite de cette action sur laquelle vous ne nous avez pas prévenus, juste pour anecdote, on a eu un coup de téléphone de vos équipes 1 heure avant que vous communiquiez le 2 juin, vous avez envoyé à tous nos clients entreprises, je dis bien tous ceux que vous connaissiez, mais qu'on avait peut-être commis l'erreur de vous communiquer, un document extrêmement bien construit, marketé, préparé, qui leur disait en substance, voilà le lien pour travailler en direct avec nous avec 16 € de moins. Comment voulez-vous que l'on vous croie? Stéphane, vous voulez répondre? Bon, comme vous dites, vous étiez informé le 2 juin par les équipes commerciales et en même temps, on a également informé les clients corpos qu'on a pour leur expliquer ce qui est notre position et pour leur également expliquer qu'il y a sur le site Lufthansa pas ce frais-là. Ça, je vous confirme ce que vous dites. C'est un minimum. Alors, une autre question, un autre commentaire.
Alors ici, et puis après Rémi. Ici, Fabrice, Dario, faites attention, mademoiselle, dans les escaliers, ne vous cassez pas la figure. Monsieur Dario, bourse des vols, et après Rémi. Je voudrais vous formuler une remarque et poser une question au représentant de Lufthansa. La remarque, c'est vrai qu'aujourd'hui, croire que le client direct est gratuit est une pure illusion. On sait que recruter un internaute aujourd'hui peut coûter par PNR plusieurs dizaines d'euros. Donc ce coût d'accès direct au client devrait être comparé avec un coût d'accès à la distribution à travers les GDS. Mais ça, je pense que les grandes compagnies aériennes l'ont déjà fait. Moi, ma remarque à Lufthansa est la suivante. Pour nous, OTA, les compagnies, les GDS constituent un élément, je dirais, de confort technique et commercial. On n'en a pas tant que ça. On n'en a pas tant que ça. Donc, on a plutôt tendance à s'appuyer sur un point qui nous permet d'avancer. Aujourd'hui, pour schématiser, un certain nombre de compagnies, dont vous êtes le représentant, nous proposent de redévelopper en direct sur nos fonds propres avec nos équipes techniques un STRL du 21e siècle. Chacun d'entre nous devrait redévelopper un système avec des caches, des systèmes d'exploitation, etc. Quel élément comptez-vous nous présenter pour nous convaincre de commettre le premier pas? Et en gros, où est la carotte et où est le bâton? Alors, ce que vous annoncez, ce qui devrait être créé, il y avait des montants de milliards d'euros, ça existe aujourd'hui déjà pour certaines compagnies, comme c'était le cas par exemple pour les low cost. Et encore une fois, on parlait du big data. On sait aujourd'hui, malgré tous les efforts également en interne pour réduire nos coûts, qu'il y aura une perspective demain, et c'est pas très loin, qu'on ne fera plus de bénéfices avec le prix d'un billet en Europe. Donc on dépend, comme le font les autres compagnies, des fameuses revenus supplémentaires. Et pour ça, on doit assurer qu'il y aura les moyens de distribution. Sinon, on ne pourra pas continuer avec un réseau européen quand on perd que de l'argent. À la limite, vous ayez une vision long terme de votre, vraie ou fausse d'ailleurs, de vos perspectives, c'est clair, mais nous sommes vos partenaires. Vous ne pouvez pas nous imposer quelque chose, vous devez le négocier. Donc quels sont les éléments de négociation? C'est-à-dire que pour l'instant, on est dans une approche unilatérale. Il y a un oukase. Mais où est la négociation? À quel moment il y aura coopération avec ce qui constitue quand même le gros de vos distributeurs, les réseaux online ou offline? Je suis personnellement convaincu que c'est le client qui va prendre une décision et aujourd'hui, il se trouve à des multiples points de vente. Comme je disais au début, il y aura toujours une nécessité pour des GDS qui font aujourd'hui 70% de nos réservations. Et l'objectif, c'est pas, comme je disais, on rêve pas de transformer tout ça en vente directe. Mais on voit qu'il y a des points de vente aujourd'hui dans le web qui sont en train de se développer où on n'est pas, où on se trouve aujourd'hui qu'avec un passage via un GDS, où on voit des possibilités d'avoir également des alternatives bientôt. Alors Rémi ici, levez-vous en fait, ceux qui posent les questions. C'est pour la caméra, c'est quand même plus simple. Oui, Rémi Bintovrez pour e-tourisme. Bon, la problématique, on l'a bien compris. D'un côté, vous, en tant que compagnie, vous souhaitez vous différencier. Et puis d'un autre côté, les GDS, ils veulent offrir des alternatives qui sont standardisées. Donc c'est difficile de concilier les deux. Donc moi j'ai deux questions. La première, et Georges a déjà répondu, en ce qui concerne les ancillary services, vous avez déjà fait beaucoup de progrès, vous, GDS, pour apporter la différenciation dont vous, compagnie, vous souhaitez donner. Et puis l'autre question, je la pose à Pascal, parce que finalement ça peut rassurer la salle. À savoir si vous allez réussir votre tentative de mainmise sur le marché. Pascal, de ton point de vue, est-ce que vous tout seul, compagnie aérienne, vous allez réussir à ressortir sur Google, on vient d'en parler,
pour que vous puissiez en quelque sorte remonter dans les moteurs de recherche, sachant que l'achat de mots-clés augmente de 15% tous les 2 mois. Alors moi je suis un observateur, j'ai vu que l'ensemble des opérateurs qui ont essayé de le faire n'y sont pas parvenus, mais peut-être que vous, en tant qu'économiste, Pascal, vous avez un point de vue à nous donner de ce point de vue-là. Pascal. Très rapidement, la réponse est dans la question. Vous êtes confronté au risque de googlisation. J'ai eu l'occasion d'échanger sous d'autres géographies ensemble autour de cette question. Pour moi, c'est l'axe stratégique. Vous êtes tous menacés par Google, puisque en matière d'accès au consommateur final, Google est chaque jour dans notre poche avec un terminal qui a une capacité de mémoire considérable, qui a complètement changé les comportements. Ce sont les outils qui changent les comportements. Et cette logique qui est la vôtre à Lufthansa pose pour les économistes une autre question. Il y a toujours la récompense du producteur. Qui va financer l'innovation, et notamment l'innovation concurrentielle, qui pour moi est un levier absolument central sur le marché. Ce qu'il faut craindre aujourd'hui dans un monde qui est apparemment multipolaire, c'est pas l'hyperconcurrence, c'est le retour à des situations de monopole, avec Google, comme tu le dis, mais aussi avec les tentatives de désintermédiation d'entreprises qui iraient acheter en quelque sorte un portefeuille client. Il faut absolument qu'il y ait des intermédiaires. Les intermédiaires, c'est sain sur les marchés. D'abord, quand ils produisent de la valeur ajoutée, mais je crois que c'est le cas, mais c'est sain aussi parce qu'ils sont capables de financer l'innovation et une innovation de caractère concurrentiel. C'est de ça dont les consommateurs ont besoin, pas d'autre chose. Alors tu disais dans ta première question... Est-ce que je peux juste ajouter une phrase, parce que j'ai trouvé la question assez importante quand vous dites aujourd'hui le produit du GDS, c'est une certaine standardisation. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai l'espoir que les standards, comme disait Murudas, vont se développer. On a quand même une vision sur 3 piliers de distribution dans le futur. C'est la standardisation avec une amélioration également des prestations. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà aujourd'hui, de perspective de client, un produit qui est vraiment un produit qui est plutôt tailor-made, ce qui font par exemple les tour opérateurs, ceux qui font les dynamic packaging agents, et également d'individualiser de notre côté le produit par rapport à client, d'avoir vraiment un produit individuel. Et la vision, et c'est d'arriver au moment de comprendre un client qui est en retard par rapport à l'aéroport, de pouvoir lui proposer un parking. Un autre qui a une attente peut-être pendant sa correspondance de 4 heures, de lui pouvoir proposer un accès au salon. Ça, c'est notre vision où on veut être d'ici dans un certain temps dans la distribution. Allez, 5 minutes, pas plus. Des questions qu'il y a là-haut. Là-haut et là-haut. Mesdemoiselles, levez-vous pour les questions. Je suis Valérie Le Fur d'Amadeus France. Moi, j'ai une question à vous poser. Je visite de nombreuses agences de voyage. Dans mes clients qui viennent au-devant de moi pour me dire qu'ils trouvent inadmissible la démarche que votre compagnie a prise et me disent carrément qu'ils demandent à leurs agents de booker d'autres compagnies à la place de la vôtre quand ils le peuvent. Si vos ventes baissent, qu'est-ce que vous allez décider de faire ? Alors, je pense que j'ai déjà répondu à la question, est-ce qu'on va prendre une autre décision que celui qui était prise, et donc oui, j'ai bien compris, mais vous avez dit ça tout à l'heure, mais si ça continue, par exemple, si les ventes baissent de façon importante, est-ce qu'à un moment vous allez vous dire que vous dites que vous perdez de l'argent, mais là, pour moi, vous jouez sur 2 tableaux, comme a dit un monsieur tout à l'heure, et si vous perdez de l'argent d'un côté et que vous en perdez indéfiniment, est-ce que vous reviendrez peut-être sur votre position, ou est-ce que vous avez vraiment une autre idée en tête ? Bon, on a bien observé les ventes depuis le 1er septembre. Et bon, vous connaissez les résultats du BSP du mois de septembre. Il y avait un effet grève en 2014. Il y avait les résultats du mois d'octobre qui étaient bons.
Pour le mois de novembre, j'attends pas de très bons résultats suite aux grèves qu'on avait la semaine dernière. Et donc, ça, c'est tout ce que je peux dire à ces points-là par rapport à quelle est l'évolution. Mais on va communiquer les chiffres comme on les fait chaque fin du mois. Allez, il y a 2 dernières questions très vite. Une là-haut et madame là-bas. Très vite, des questions brèves et des réponses brèves, s'il vous plaît. Bonjour, Stéphane Aïta, Société Sabre. Donc, bien entendu, nous condamnons l'approche de Lufthansa et je pense qu'il y a un manque de cohérence. Et d'ailleurs, c'est là une des raisons pour lesquelles on sent qu'il y a une certaine ambiguïté. Ma question, elle est très simple. La solution alternative que vous proposez, même si tout le monde s'accorde de dire qu'elle n'est pas aussi efficace que les solutions aujourd'hui en cours, parce que la gestion de la chaîne de valeur, et depuis le back-office jusqu'au front-office, est très importante pour les agences de voyage. La solution que vous proposez est une agrégation de contenu. Donc, pourquoi est-ce que vous proposez une surcharge de 16 € pour un agrégateur de contenu qui est un GDS et pas pour la solution alternative que vous proposez? Et si c'est le cas, quand est-ce que vous allez mettre en place la surcharge de 16 € pour votre propre agrégation de contenu? Stéphane, très vite. Bon, je pense qu'on a démontré d'où viennent ces 16 € et là, on a identifié un surcoût par rapport à des alternatives que nous, on aurait aujourd'hui en vente directe. Et ça explique d'où vient la différence. Ici, la dernière question, mademoiselle. Madame. Oui. Ghislaine, Flash Voyage du réseau Tourcom, administrateur chez Tourcom. Moi, ce n'est pas une question du tout, c'est un constat. Utilisateur d'Amadeus depuis le début de la création de mon entreprise, je constate tout simplement que les low cost comme EasyJet, Transavia, Vueling font tout pour rentrer sur Amadeus et sont rentrés sur Amadeus et font même du charme aux agences maintenant en organisant des voyages d'études. Donc vous faites le contraire. Vous quittez Amadeus et vous faites tout pour faire ce que les low cost font. Et ça m'étonne quand même d'une grande compagnie comme Lufthansa. Alors, juste une remarque, on ne quitte pas Amadeus. Je pense qu'on est un meilleur client d'Amadeus en termes de valeur qu'on était avant. Donc, on ne quitte pas Amadeus. On va vous quitter, nous, monsieur, parce que nous, en ce qui concerne Tourcom, on a déjà donné aussi, on vous boycotte complètement. Donc, si tout le monde vous boude, vous allez bien être obligé de faire quelque chose. Stéphane, un petit mot? Non? Allez, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Jean-Pierre, tu voulais? Non, je voulais. Je t'emprunte un instant le micro. Personne n'a demandé ce que fait le SNAV, là, en l'occurrence. D'un côté, j'étais assez content, j'étais peinard au premier rang. Je me disais, tant que ça n'arrive pas, ça va bien. On a demandé au syndicat et à la commission R de prononcer, d'appeler au boycott de Lufthansa. Je crois que ce n'est pas notre job. Vous êtes des entrepreneurs. Vous savez ce que vous avez à faire en matière d'entrepreneur. Et ce n'est pas au syndicat à vous donner des consignes d'entrepreneur. Et on l'a très bien entendu, les propos de Jean-Pierre, ceux de Bertrand. C'est des stratégies et des politiques d'entreprise à l'égard de Lufthansa. Ce que nous constatons, c'est que Lufthansa fait perdre en productivité à nos entreprises de distribution. Là, sur ce point, il n'y a aucun doute. Ou nous met en situation de différence concurrentielle en fonction du canal de distribution utilisé. C'est très clair là-dessus. Ensuite, le SNAF mène une action au niveau européen et on a bien clairement décidé de ne pas mener une action nationale, mais de se joindre avec nos collègues européens dans le cadre de l'ECTA pour faire condamner l'attitude de Lufthansa. Il y a ici dans la salle Michel de Blust qui pourrait en parler. J'invite à venir en 2 mots, en dire quelques mots. Il sera beaucoup plus clair que moi. Ce n'est pas une action nationale, c'est une action européenne. Ce n'est pas en montant sur une caisse à savon et en gesticulant que l'on fera quelque chose, c'est en étant appliqué ensemble. Merci, Président. Alors, on n'avait pas encore comparé l'ECTA à une caisse à savon. C'est fait. Je voudrais d'abord remercier M. Weinstock pour nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors, je vais résumer, et je ne veux pas lui tourner le dos, parce que je vais parler de Lufthansa. Alors, Michel, viens sur la scène, là, alors. Je viens sur la scène, allez. D'accord. Et puis, continue à parler en même temps, parce que tu sais tout faire. Demandez à un Belge de monter un escalier et de parler en même temps, vous ne savez pas à quoi vous engagez. Donc, très brièvement, parce que je crois que le déjeuner nous attend, nous avons été saisis par nos membres après la décision prise par
nos amis de Lufthansa, le 2 juin dernier, d'envisager l'action décidée unilatéralement par Lufthansa sous l'angle du droit européen. Et nous l'avons envisagé sous l'angle de 3 instruments communautaires qui sont 1. Le règlement européen de 2009 instaurant un code de conduite sur les GDS. 2. Le règlement européen qui règle les transports aériens en Europe, c'est le règlement européen sur les services aériens européens. Et 3. Le droit de la concurrence. Alors très clairement, Lufthansa, en instaurant une surcharge de 16 € pour toutes les transactions via les 3 GDS et qui ne s'applique pas aux 2 plateformes de Lufthansa, Lufthansa groupagent.com et par ailleurs l'autre plateforme basée sur une technologie Fairlogic Spark, Lufthansa discrimine les 3 GDS par rapport à cette propre plateforme de réservation qui peuvent être considérées comme des GDS au sens de la définition du code. Nous avons été à Francfort, mon président et moi-même. Nous avons rencontré Mme Heike Birlenbach. Nous avons rencontré votre collègue pour le marché allemand, dans un souci de voir si nous pouvions trouver un terrain d'entente. Mme Birlenbach, M. Weinstock a répété ce que vous avez dit très bien aujourd'hui et quelle était la position de Lufthansa, dont nous avons pris acte. Nous avons déposé une plainte formelle auprès de la direction transport de la Commission européenne le 24 juillet pour violation du règlement européen 80/2009 instaurant un code de conduite sur les GDS parce que Lufthansa a 2 plateformes de réservation offrant des réservations sur plusieurs compagnies aériennes. Dès lors, cela correspond à un GDS et dès lors, bien entendu, il s'agit d'une discrimination vis-à-vis des autres GDS. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne s'intéresse de très près aux parts de marché du groupe Lufthansa sur les 4 marchés où le groupe Lufthansa pourrait détenir une position dominante. Il s'agit bien entendu de l'Allemagne, mais également de l'Autriche, de la Belgique et de la Suisse. Et d'après les informations que nous avons reçues d'organisations amies et que nous avons transmises à la Direction générale de la concurrence, il semble que le groupe Lufthansa, avec des parts de marché oscillant entre 58 et 65% sur les différents marchés, le marché autrichien étant le plus, entre guillemets, dominé avec 65%, il semble que Lufthansa détienne des positions dominantes sur ces marchés. Et on peut donc, et nous avons été déjà reçus 2 fois par la Direction générale de la concurrence, et nous allons être reçus une 3e fois le 11 décembre prochain, on pourrait donc dès lors interpréter que la décision prise par la Lufthansa constitue sur ces 4 marchés un abus de position dominante, articles 101 et 102 des traités instaurant l'Union européenne. Et je terminerai, François-Xavier, parce qu'on a tous faim. La décision de Lufthansa, ça a été soulevé par plusieurs orateurs, la décision de Lufthansa pose par ailleurs un problème de transparence des prix et d'accès aux prix. Et ça, c'est l'article 23 du règlement européen sur les services aériens communautaires. Et lorsque nous avons, pas plus tard que le 12 novembre dernier, fait une démo aux fonctionnaires de la Direction générale transport de la Commission, où on a montré en parallèle la plateforme Lufthansa groupagents.com, la plateforme Spark et la plateforme c'était Amadeus faisait partie de la démonstration. On a pu montrer aussi qu'il y a dans ces plateformes, quand bien même un agent opterait pour l'utilisation des plateformes Lufthansa, il y a quand même un sérieux problème d'accès aux tarifs et il y a quand même un très sérieux problème en ce qui concerne la transparence des tarifs et la transparence des prix. Et ça, c'est un enjeu économique majeur, comme l'a dit M. Perry. C'est tout ce que je voulais Merci, Michel. communiquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.